Ce ne sont pas les espèces les plus fortes et les plus intelligentes qui survivent, mais celles qui s'adaptent au changement. La théorie de Darwin est parfaitement illustrée par un des grands problèmes de santé publique du siècle, la résistance des bactéries aux antibiotiques. Antibiotiques qui furent la grande révolution médicale du XXe siècle. Le premier antibiotique identifié est la pénicilline. Alexander Fleming, en 1928, s'aperçoit de retour de vacances que ces cultures bactériennes ont été contaminées par un champignon. Le champignon en question, Penicillium notatum, avait stoppé la reproduction des bactéries. Le premier antibiotique, la pénicilline, vient de naître. Toutefois, la découverte ne sera exploitée à l'échelle industrielle qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale. En 1932, on découvre le premier antibiotique de synthèse, un composé du soufre, le Prontosil. C'est un petit miracle qui permet de guérir de nombreuses maladies, jusqu'alors considérées comme incurables. En quelques années, l'industrie pharmaceutique investit considérablement et découvre de nombreux autres antibiotiques. À partir des années 70, le monde médical pense s'être doté d'un arsenal antibiotique complet. Pourtant, on découvre peu à peu que chaque nouvel antibiotique engendre des résistances. Les premières résistances à la pénicilline apparaissent 3 ans après son arrivée sur le marché. Et pour le Prontosil, à peine 6 ans plus tard. Alors que la consommation mondiale d'antibiotiques ne cesse de croître, l'offre de nouveaux antibiotiques stagne. Aujourd'hui, le monde prend conscience que l'antibiorésistance est un problème de santé publique majeur. En 2014, pour la première fois, l'OMS publie un rapport alarmant sur l'émergence des résistances aux antibiotiques et sur le manque de données dans les pays en voie de développement. L'antibiorésistance est l'un des problèmes majeurs de santé publique du XXIe siècle. Selon l'OMS, nous sommes sur le point de vivre une ère post-antibiotique dans laquelle une petite blessure et des infections courantes pourraient être mortelles. L'antibiorésistance provoque déjà 700 000 morts chaque année et le nombre des victimes pourrait atteindre les 10 millions en 2050, si rien n'est fait. Aux États-Unis, le staphylocoque doré, champion des bactéries résistantes, tue chaque année plus que le sida. La résistance aux antibiotiques n'a pas de frontières. Une personne infectée par une bactérie résistante peut transmettre à son entourage la bactérie et donc le gène de la résistance. En 2010, une nouvelle bactérie hyper résistante, NDM1, est identifiée en Angleterre, chez un patient qui avait été opéré en Inde. Le tourisme médical, les migrations et les mouvements de population lors de conflits contribuent à la multiplication des résistances aux antibiotiques. Le phénomène touche tous les pays, mais pas de la même manière. En Norvège et en Suède, la proportion de staphylocoques dorés résistants est inférieure à 1%, alors que dans le sud de l'Europe, elle dépasse les 25%. Ces écarts résultent de stratégies de prévention différentes, d'importation accidentelle de bactéries résistantes et d'une consommation d'antibiotiques plus ou moins maîtrisée. Dans les pays en développement, à cause de l'absence de surveillance systématique, on a peu de données. La shigellose provoque une gastro-entérite aiguë causée par la bactérie Shigella. En Thaïlande, la résistance de la Shigella à l'un des antibiotiques les plus utilisés est passée de 10 à 90% en une dizaine d'années. Le Nigeria est un cas d'école. En 1986, certaines souches pathogènes de la bactérie Escherichia coli étaient insensibles à 6 antibiotiques dans 1,6% des cas. 12 ans plus tard, ces 1,6% ont été multipliés par 10. La prescription abusive ou mal dosée des médicaments est souvent la cause de la multiplication des résistances.
Au Nigeria toujours, en 2002, plus de 95% des malades hospitalisés étaient systématiquement mis sous 2 ou 3 antibiotiques, alors que seulement 5% d'entre eux avaient été testés pour recevoir l'antibiotique adéquat. L'antibiorésistance n'est pas une maladie, mais c'est un problème de santé publique majeur. L'antibiorésistance, c'est la capacité d'une bactérie à se multiplier malgré la présence d'un antibiotique. Certaines bactéries sont naturellement résistantes à certains antibiotiques, alors que d'autres, normalement sensibles à un antibiotique, peuvent devenir résistantes. 2 mécanismes peuvent expliquer ce phénomène. Dans le premier cas, le chromosome qui porte le matériel génétique de la bactérie mute sans raison. Les antibiotiques agissent sur un point cible de la cellule bactérienne. La mutation du chromosome de la bactérie modifie le point cible, empêchant l'antibiotique de se lier à la bactérie pour la détruire. Lorsqu'ensuite la bactérie résistante se réplique, elle transmet le gène de résistance à ses clones. Deuxième cas, les bactéries disposent d'un autre moyen pour apprendre à résister aux antibiotiques. Lorsqu'une bactérie résistante entre en contact avec une bactérie qui ne l'est pas, même si elle est d'une espèce différente, elle peut lui transmettre son gène de résistance. Dans les 2 cas, l'antibiotique, s'il est utilisé massivement ou à mauvais escient, joue un rôle de sélecteur. En présence de l'antibiotique, les bactéries résistantes se multiplient alors que les bactéries dites sensibles sont éliminées. Une personne infectée par une bactérie résistante peut transmettre la bactérie et donc le gène de la résistance à son entourage. À cause des risques d'infection lors des opérations chirurgicales et de la faible immunité des malades, le milieu hospitalier est un lieu à risque. La bactérie résistante, Staphylocoque doré, la terreur des hôpitaux, est capable de mettre en échec bien des traitements. Un malade risque une infection généralisée du sang et la mort. L'utilisation massive des antibiotiques dans l'élevage a sa part de responsabilité. Présentes dans la viande, les bactéries résistantes se transmettent à l'homme. L'avoparcine, un antibiotique utilisé comme stimulateur de croissance chez l'animal, a contribué au développement à travers le monde de la résistance à la vancomycine, son équivalent pour l'homme, et surtout l'un des derniers antibiotiques vraiment efficaces contre le staphylocoque doré. Les structures hospitalières sont le premier lieu de prolifération et de transmission des bactéries résistantes. La contamination passe très souvent par les mains des personnels soignants. Notre consommation massive et parfois mal appropriée des antibiotiques est aussi responsable du développement des résistances. Par peur des complications, les médecins prescrivent presque systématiquement des antibiotiques pour une simple angine, alors que 70% des angines sont virales et donc insensibles aux antibiotiques. Un petit test diagnostic rapide et fiable existe pourtant. Pour limiter les résistances, le médecin doit réaliser des examens complémentaires. Grâce à l'antibiogramme, on isole la bactérie responsable de l'infection de son patient. La bactérie est mise en culture, puis couverte de pastilles imbibées d'antibiotiques. Si sa croissance a été interrompue, l'antibiotique est efficace. Le médecin saura ainsi quel antibiotique utiliser pour traiter son patient. La durée du traitement est longue, il faut 6 semaines de traitement antibiotique en intraveineux
et puis suivi de au moins 4 semaines de traitement oral. Alors ces patients viennent ici, sont opérés plusieurs fois. Fréquemment, le choix d'antibiotiques est extrêmement restreint parce que ce sont des germes multirésistants. Et on va devoir utiliser les antibiotiques de dernier recours que l'on utilise pour ces germes spécifiquement. Le germe empêche l'os de se consolider, et si l'antibiotique de dernier recours est inefficace, la solution ultime est l'amputation. Certes, il faut diminuer la consommation d'antibiotiques pour ralentir l'évolution de la résistance, mais c'est un processus qu'on ne peut pas arrêter parce que c'est un processus dynamique. D'un côté, vous avez des êtres vivants qui se modifient, et de l'autre côté, vous avez des malades qui ont cet être vivant, qui l'infecte, et donc qu'il faut guérir. Alors, un des premiers processus consiste à prendre des anciennes molécules et à les modifier chimiquement pour en faire des nouvelles molécules capables de se fixer sur des cibles modifiées ou capables de résister à des enzymes qui vont les détruire. Une deuxième possibilité, c'est de créer de novo des molécules qui n'existent pas. Ce sont des antibiotiques totalement artificiels, donc ils s'accompagnent d'un certain nombre d'effets secondaires, contrairement à beaucoup de produits naturels. C'est plus long de les amener vers le marché et il y a beaucoup plus d'échecs. Mais c'est une vraie voie. Une autre voie, c'est celle d'utiliser les phages. Alors, simplement pour vous dire très rapidement, les phages sont des espèces de virus qui ont la capacité de trouver sur la bactérie des récepteurs. Lorsqu'ils pénètrent dans la bactérie, vont se multiplier et faire éclater la bactérie. Donc en fait, ce sont pour certains des tueurs de bactéries. Et c'est ce qu'on recherche, c'est à créer des phages qui vont tuer la bactérie, qui ont quelque part infecté l'organisme. Je ne pense pas que l'on vaincra la résistance, mais je pense qu'on peut vivre avec elle. Donc chaque fois qu'un moyen de lutte nouveau apparaît, la bactérie va se défendre et trouver un autre moyen de résister. Mais tout ça, c'est dans le temps. Donc il faut à la fois trouver des nouveaux moyens de lutte, les utiliser le mieux possible pour que les bactéries ne s'y adaptent pas trop vite, et en même temps avoir un système qui empêche la diffusion de la résistance. Donc, si vous associez un système de santé publique qui fait que l'hygiène est portée à son maximum, que vous utilisez au mieux les antibiotiques dans un rythme qui n'est pas trop rapide, vous permettez à l'industrie et aux chercheurs de trouver différents moyens de combattre la résistance aux antibiotiques. Mais les bactéries ne disparaîtront pas, parce que si vous n'avez pas de bactéries, votre métabolisme ne marchera pas.